Bonsoir à tous. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints ce soir pour qu'on puisse vous parler de notre formation Bac+5 stratégie internationale et environnement des Outre-mer. On vous remercie vivement d'être avec nous et on va essayer de vous présenter un panorama assez complet de cette formation. Qui a maintenant 3 années d'existence, qui est une formation solide, qui a fait ses preuves et qu'on est heureux de présenter à nouveau à l'ILERI. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas du tout ce qu'est l'ILERI. C'est une école de relations internationales qui a été créée en 1948, une grande école de relations internationales qui a été fondée par des personnalités prestigieuses comme René Cassin, par exemple. René Cassin, prix Nobel de la paix en 1968. Et donc, l'objectif de notre formation, de la formation générale en relations internationales de l'ILERI, c'est de former des experts de la diplomatie, de la coopération internationale, de la stratégie internationale pour que le monde soit un monde meilleur avec les compétences que vous travaillez avec nous. Et dans cet objectif, on s'est rendu compte que la France avait un atout tout à fait particulier avec ses outre-mer et qui n'était pas suffisamment développé et que les personnes qui vivent dans les outre-mer n'ont pas forcément la possibilité de venir en métropole pour faire un complément de formation spécialisée sur leur territoire. Et donc, on a décidé, avec Nico Mered, qui est le professeur de l'ILERI en charge des questions arctiques, outre-mer et hydrogène aujourd'hui, de développer cette formation qui est unique en France, qui est très innovante. Comme je le disais tout à l'heure, elle a fait ses preuves puisque nos étudiants ont trouvé des postes et ont pu évoluer dans leur carrière grâce à cette formation. Et donc, c'est une formation qui est reconnue aujourd'hui, qui est totalement à distance et qui a été faite pour les ultramarins, même si on a quelques personnes qui suivent la formation à distance depuis la métropole également. Je vais donc laisser la parole à Nico Meret, qui est le responsable, le grand chef de la formation, qui a un très beau fond d'écran ce soir, pas très ultramarin, mais c'est pas grave. Et donc, il va pouvoir vous présenter cette formation et vous dire ce qu'elle a d'unique. Merci. Merci Madame la Directrice, merci chère Claire. Alors bonsoir à tous. Comme je partage avec vous mes slides en plein écran, histoire que vous puissiez les voir, du coup malheureusement je ne vous vois pas, c'est-à-dire que si vous êtes en train d'échanger sur le chat, m'envoyer des questions ou que sais-je, malheureusement je ne peux pas les voir, donc j'espère que Delphine ou Claire, vous allez pouvoir me les transmettre au fur et à mesure qu'elles arrivent, parce que je ne les vois pas. Mais bon bref, ça ne nous empêchera pas de toute façon d'avoir un bon échange. J'espère que vous allez tous bien, merci d'être là pour cette présentation, cette soirée porte ouverte en ligne donc du Bac+5 stratégie internationale et environnement des Outre-mer. D'entrée de jeu, vous avez peut-être entendu parler de cette formation il y a quelques mois ou même l'année dernière ou l'année d'avant sous le titre de coopération internationale des Outre-mer et environnement. On a simplement remanié le titre et on a remanié aussi un petit peu, vous allez voir, les enseignements pour avoir encore plus d'expertise, encore plus une vision à 360 des Outre-mer et de tous les Outre-mer. Donc ça, je vais vous détailler ça en quelques minutes. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Et puis, on va voir si vous avez ensuite des questions. Donc du coup, on a créé cette formation Outre-mer. Alors tout ça a commencé en 2017. Pourquoi 2017? Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas, comme je ne connais pas vos profils, vous vous souvenez peut-être qu'en 2016, il y a eu beaucoup de débats, évidemment, sur la loi égalité réelle pour les Outre-mer. Et cette loi égalité réelle pour les Outre-mer, en son sein, il y a évidemment un volet formation qui est important. Et tout simplement, à ce moment-là, en 2017, je travaillais au Sénat, pour tout vous dire, pour un élu ultramarin, et moi-même, je suis d'origine ultramarine en partie. Et du coup, l'importance qu'on avait identifiée, c'était d'être capable de fournir des formations parisiennes aux jeunes et aussi moins jeunes des Outre-mer qui souhaiteraient se former, mais sans les obliger à venir à Paris, sans forcément dépenser des 1000 et des 100 en venant à Paris pour cette formation. Donc du coup, on est parti sur quelque chose d'assez innovant à ce moment-là, qui était le fait, tout simplement, de pouvoir offrir une formation 100% en ligne, 100% à distance, pour que n'importe qui
dans n'importe quel territoire d'outre-mer, ou évidemment à Paris ou je ne sais où dans l'Hexagone, puissent suivre cette formation, mais aussi à l'étranger, puisqu'il y a, comme vous le savez, j'imagine, une diaspora d'ultramarins particulièrement dense, notamment aux États-Unis, par exemple, ou on en a en Chine, on en a en Afrique, et dans d'autres pays encore, qui sont intéressés par ce type de formation pour notamment, par exemple, revenir sur leur territoire, d'où qu'ils viennent, quel que soit le bassin. Et donc, en faisant cette formation, ils peuvent aussi se spécialiser pour pouvoir rentrer sur leur territoire. Donc, du coup, pourquoi une formation outre-mer? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait donc un déficit qu'on a cherché effectivement à combler. Et l'autre déficit, c'était le fait qu'il y a un manque de formation en management de projets, et en particulier de projets internationaux dans les outre-mer. Quel que soit le bassin, quel que soit le territoire, il y a quelques formations qui peuvent exister sur du management généraliste, sur du management de projet généraliste, mais sur la question des outre-mer en particulier, des managers de projets internationaux, donc qui sont capables de connecter les outre-mer avec leur propre bassin, plus loin encore avec des pays beaucoup plus lointains, ou avec l'Europe, ou même avec l'Hexagone, parce qu'à certains titres, on peut imaginer que la relation entre certains outre-mer dans certaines industries et l'Hexagone peut s'apparenter à quelque chose de relativement international dans la pratique. Eh bien, tout simplement, nous avons voulu être capables de fournir cette formation, donc de management de projet international spécialisé sur les outre-mer. Donc du coup, avec cette formation, je pense que Delphine, Claire et les autres qui sont avec nous de l'ILERI ce soir vont pouvoir rentrer dans le détail des reconnaissances, les titres, etc. Moi, je vais surtout revenir avec vous en quelques minutes sur le fait que la formation, elle est éminemment pluridisciplinaire. Et c'est logique, puisque pour manager un projet, et en particulier un projet international, il faut avoir une vision et une expertise pluridisciplinaire. Donc on va croiser évidemment ce qui font les fondements de l'ILERI, c'est-à-dire la géopolitique, la géoéconomie, toutes les questions de relations internationales et des questions environnementales qui sont de plus en plus prégnantes, évidemment, à l'ILERI et ailleurs, avec des questions autour du management, de l'innovation, de l'interculturel, qui sont peut-être un peu plus loin de prime abord du fondement de l'ILERI, mais en fait qui sont évidemment complètement complémentaires à ce qu'on fait quand on fait de la géopolitique, de relations internationales, etc. Donc tout ça se marie finalement parfaitement bien. Et l'idée, c'est que à la fin de cette formation, donc après un an, surtout pour ceux qui ont déjà un Master 2 par exemple, vous soyez capable en fait de vous spécialiser sur ces territoires d'outre-mer, que vous veniez des territoires ou pas d'ailleurs, puisqu'on a des hexagonaux qui se sont spécialisés sur les outre-mer par choix, pour avoir une vision à 360 de tous les territoires, pas juste un territoire ou juste un bassin, mais bien l'ensemble des territoires. Donc du coup, il y avait une vraie attente. On a essayé de la remplir, et cette attente, effectivement, qu'on a essayé de remplir, comme Claire l'a dit en introduction, eh bien, ça fait qu'au bout de deux promotions, 2 années déjà, cette formation est effectivement reconnue, puisqu'on a effectivement tous nos étudiants qui ont eu une dimension de progression professionnelle, en particulier pour ceux qui étaient en formation continue ou qui se sont servis de cette expertise dans ce Bac+5 pour pouvoir développer d'autres projets d'entrepreneuriat, des projets de consulting ou travailler avec des élus. Et puis, évidemment, on a aussi des étudiants en formation initiale qui sortent d'un Master 1, qui rentrent dans cette formation et qui ont obtenu qui des stages, qui des alternances ou qui des emplois, parfois même avant la fin de la formation. Donc on en est particulièrement fiers, et on le sait, finalement, c'est aussi parce qu'il y avait donc une attente qui était forte. Donc je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'être capable, avec les enseignements de cette formation, en 440 heures durant l'année et un mémoire évidemment, je vais revenir dessus, d'être capable de porter des projets, quelle que soit votre industrie, dans une dynamique internationale. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire porter un projet à partir d'un territoire ultramarin vers le reste du monde, être capable de porter un projet entre différents territoires ultramarins, et en particulier, pas juste au sein du même bassin, mais peut-être dans des bassins géoéconomiques, des bassins océaniques différents. Et puis aussi, à l'inverse, des projets qui sont à destination des Outre-mer, mais qui viennent d'ailleurs, donc par exemple de l'Hexagone, qui viennent de Bruxelles ou qui viennent tout simplement de l'étranger, à destination donc de nos Outre-mer. Et on est très fiers d'ailleurs qu'il y ait, dès la 2e promo, une étudiante étrangère, donc qui ne soit pas française, mais qui ait choisi cette formation pour justement être capable de porter des projets à destination des Outre-mer français dans son bassin, et en l'occurrence le bassin de l'océan Indien. Donc du coup, l'idée de cette formation, c'est d'être capable à la fin de porter
non seulement des expertises techniques sur les Outre-mer, des expertises techniques sur la question du management de projet, mais aussi en fait d'apporter une culture différente qui est balbutiante, qui monte petit à petit dans les territoires, mais qui reste encore à parfaire et à développer. C'est cette culture du mode projet, cette culture de la task force qui est particulièrement efficace, évidemment, et particulièrement répandue, notamment dans le monde anglo-saxon aujourd'hui, et qui est aujourd'hui au cœur des politiques que souhaitent développer non seulement les territoires d'outre-mer, mais aussi le ministère des Outre-mer lui-même, qui cherche donc à développer cette culture du mode projet de la task force pour lui-même et pour les écosystèmes locaux. Donc ça, c'est un élément particulier de la formation. Et en plus de ça, évidemment, la dimension environnementale qui est toujours très présente. Moi, je suis spécialiste des régions polaires au départ, spécialiste aussi maintenant de l'hydrogène, histoire d'être capable de trouver une solution énergétique, évidemment, aux défis climatiques et environnementaux. Et du coup, dans cette formation, vous avez évidemment un gros volet sur les questions des stratégies de développement durable, les solutions, les bonnes solutions ou nouvelles pratiques de gouvernance, de bonne gouvernance sociale et environnementale, et évidemment aussi un volet juridique, un volet management des questions environnementales pures. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'en sortant de ça, vous êtes capable de faire un projet intraterritorial, donc au sein même de votre territoire, évidemment, avec une dimension internationale, un projet interterritorial, donc entre plusieurs territoires d'outre-mer, à partir de 2, hein, bien sûr, c'est l'idée, un projet au sein de votre bassin avec des pays étrangers, par exemple, à partir de la Guadeloupe avec Sainte-Lucie, par exemple, à partir de la Réunion avec Madagascar, ou encore, par exemple, pour prendre un exemple du Pacifique, à partir de la Nouvelle-Calédonie, monter un projet avec le Vanuatu ou l'Australie, par exemple. Donc, c'est ça l'idée de intra-bassin, au sein de votre bassin géoéconomique. Et puis ensuite, développer aussi des projets inter-bassins, donc entre plusieurs océans, plusieurs bassins géoéconomiques. Et enfin, le dernier qui est particulièrement négligé, et c'est dommage, parce que c'est un vrai levier de développement dans nos territoires, c'est le levier européen. Il y a pléthore de façons de développer des projets à l'échelle européenne ou de capter des fonds qui peuvent venir de Bruxelles, et malheureusement, il y a un déficit de connaissances dans nos territoires sur tous ces potentiels européens qu'il faut arriver donc à combler, parce que ça peut permettre de financer des projets plus facilement encore qu'en jouant la carte purement stricto sensu franco-française. Donc un Bac+5 tourné vers l'international pour former une nouvelle génération d'experts ultramarins peut-être, mais aussi, comme je vous l'ai dit, étrangers à destination des Outre-mer ou hexagonaux à destination des Outre-mer, je le répète, puisque c'est une formation qui est ouverte pas juste aux ultramarins, même si évidemment elle a été faite par eux, puisque nous sommes plusieurs ultramarins dans cette équipe, et la plupart des profs sont aussi ultramarins, soit dit en passant, par les ultramarins, donc pour des ultramarins, évidemment, c'était l'idée au départ. Donc, une nouvelle génération d'experts qui sont conscients de 4 enjeux principaux. Le fait que, 1, la France est effectivement la seule nation européenne et même mondiale à être territorialement présente sur tous les grands bassins géostratégiques, que ce soit le subarctique, l'Antarctique, le Pacifique, l'Atlantique, du boréal au tropical, comme on dit. On est présent partout, mais évidemment, on n'a pas les mêmes enjeux partout. Le deuxième enjeu principal, c'est la question de se rappeler que, effectivement, si on renverse la perspective, on a tendance souvent à parler de l'outre-mer comme étant tous les territoires éloignés de l'hexagone. Eh bien, comme dirait ma grand-mère, je vous propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de voir aussi l'hexagone comme un outre-mer des outre-mer, et tout simplement de se rappeler que finalement, les territoires ultramarins français, en fait, ça représente la majorité, alors d'une très courte tête, évidemment, et grâce à l'Antarctique, qui n'est pas évidemment habité de manière permanente, sauf par quelques scientifiques, mais il n'empêche quand même que c'est effectivement les territoires ultramarins qui sont la majorité du territoire terrestre national, de même que nous sommes évidemment là aussi la majorité du territoire maritime national, ça se sait beaucoup plus. C'est évidemment dans les Outre-mer qu'on trouve la majorité, très largement 80% de la biodiversité française, et c'est grâce à cette biodiversité qu'il faut arriver à protéger évidemment que la France a une influence toute particulière à l'échelle mondiale, que ce soit sur des questions maritimes, sur des questions de législation environnementale, sur des questions évidemment scientifiques. Bref, c'est grâce aux Outre-mer que la France a autant de poids.
Le troisième enjeu, c'est de se rappeler qu'évidemment, ce sont une multitude de territoires, 23 territoires différents, et dans les 23 territoires, évidemment, il y a quelques archipels, notamment polynésiens, que j'ai évidemment agglomérés pour que ce soit plus simple. Mais sur ces 23 territoires, 2,7 millions de Français, 13 collectivités, 52 langues reconnues, et 3 royaumes traditionnels, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont jamais allés à Wallis et Futuna, par exemple, ou qui ne s'y sont pas intéressés. Nous avons au sein de la République des royaumes traditionnels qui ont là aussi des spécificités, non pas juste en termes d'institutions, mais des spécificités évidemment en termes de portage de projets, que ce soit des projets purement industriels ou de tourisme ou d'environnement ou même scientifique. Donc tous ces enjeux-là, cette diversité qui existe, elle est structurelle et elle est vouée évidemment à rester. C'est une composante absolument centrale de la République aujourd'hui. Et le dernier point, c'est évidemment arriver à être capable, avec les outils de la gestion de projet, de mutualiser, de porter ces projets et de tout simplement faire dialoguer en synergie plein de richesses différentes de manière transdisciplinaire, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire en sorte que les Outre-mer puissent avoir une autre voie, peut-être, qu'on puisse penser aux Outre-mer différemment de l'habitude, que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs. Et évidemment, tout ça, comme je vous l'ai dit, s'inscrit dans les orientations de la loi EROM, donc la loi sur l'égalité outre-mer discutée en 2016 et votée en 2017, et puis aussi dans le cadre des États généraux de 2009, on peut remonter là, évidemment dans le cadre des débats qu'il y a eu lors des assises des Outre-mer en 2018-2019, ou encore récemment sur certains territoires, notamment la Réunion ou la Guyane, où on a pu voir évidemment des contrats État-région être renégociés, être rediscutés avec une vraie dimension de développement. Donc, une nouvelle génération d'experts qui maîtrisent pas juste les réalités de leur territoire ou de leur bassin ou de un bassin, mais l'ensemble des enjeux ultramarins partout dans le monde. Et je fais un petit point aussi sur le Brexit. Le Brexit, c'est peut-être quelque chose qui vous paraît loin, notamment pour ceux qui sont, par exemple, admettons, dans le Pacifique, parmi vous. Mais en réalité, tous les territoires français seront et sont déjà impactés par le Brexit, que ce soit sur des enjeux géopolitiques purs ou que ce soit sur des enjeux tout simplement d'influence régionale ou de coopération économique et scientifique, puisque de fait, il y a beaucoup de territoires ultramarins dans plein de bassins, plein d'océans différents, qui vont subir des conséquences peut-être inattendues il y a encore quelques années, du fait que les territoires ultramarins britanniques, qui sont non loin des nôtres, du coup, vont être beaucoup plus difficiles pour pouvoir entamer des programmes de collaboration. Donc, du coup, là aussi, le Brexit nous impacte et notre partenaire principal, qui est donc le Royaume-Uni sur l'ensemble des Outre-mer, si on les prend en globalité, eh bien de fait, va avoir un impact sur notre positionnement, notre influence, et en particulier dans l'hémisphère sud, naturellement, puisqu'après le Brexit, il n'y aura plus que la France qui représentera l'Union européenne, entre guillemets, dans l'hémisphère sud, au sud de l'équateur. Donc tout ça, c'est un grand changement, et avec des impacts évidemment très forts, et c'est pour ça, et je vais peut-être passer la parole pour détailler maintenant les enjeux concrets de cette formation et en particulier les compétences à Claire ou à Delphine, notre responsable pédagogique, Delphine Gourouvin, qui saura parler de tous ces éléments-là encore mieux que moi. Delphine, je pense que vous pouvez prendre la parole. C'est vous qui connaissez le programme mieux que tout le monde. Bonjour à tous, donc, je suis Delphine Gourouvin, responsable pédagogique à l'ILERI, et donc je travaille en collaboration avec Miko Meret sur ce programme donc, à destination des Outre-mer. Et en effet, on a depuis 3 ans maintenant, on a de cesse de retravailler pour être plus en cohérence avec le marché, avec l'emploi, avec les besoins également des entreprises, sur notre programme actuel. Et c'est le terme exact employé par Miko, c'est les compétences, et c'est pas peu dire, parce qu'en effet, quand on a une promotion de personnes qui sont déjà en poste, ce qu'elles vont chercher, c'est de monter en compétences pour pouvoir justement répondre au mieux aux nouveaux besoins qui se créent au terme de leur structure. Donc c'est le sens de notre programme actuellement, d'optimiser sur à la fois de la transversalité, de faire le lien entre les différents, on va dire, matières, on va dire ça comme ça, pour pouvoir vous amener vers une maîtrise d'un savoir-faire. Pour cela, donc, on a abordé la première compétence qui va être piloter une organisation si on se tient au PowerPoint qui apparaît.
Dans ce cadre-là, vous allez voir plusieurs items qui vont s'y raccrocher, qui vont à la fois de la gestion financière, qui vont aller également sur de la collecte de fonds, de la gestion de projet, du management. Donc à la fois recruter, collaborer, mais également encadrer, gérer les crises liées à l'humain qui peuvent se produire. Donc vous allez avoir toutes ces problématiques-là. Ces compétences vont être acquises à la fois par de la théorie, par des projets, mais aussi par parfois des cas pratiques qui se mettront en œuvre de manière à s'imbriquer et de vous permettre de faire le lien entre les différentes matières, qui de prime abord peuvent paraître un peu délicates quand on ne connaît pas le sujet. Anticiper les enjeux. Anticiper les enjeux, ça va être aussi l'objet de conférences pour vous ouvrir un petit peu à toutes les problématiques, notamment celles évoquées tout à l'heure par Miko. Donc vous faire intervenir des spécialistes, que ce soit des spécialistes sur déjà des problématiques existantes ou que ce soit aussi sur une éveil qui pourrait y avoir. On a fait aussi un travail supplémentaire sur tout ce qui va être lié à la problématique des projets, parce qu'on a compris aussi qu'il y avait un gros enjeu à ce niveau-là, que c'était aussi une demande des étudiants. Donc pouvoir travailler à la fois ensemble, mais également mener à bien un projet, qu'il soit sur l'année, sur un court terme, ou tout simplement lié à une spécificité du programme. Donc on a mis en place des jalons. Le premier qui va être d'appréhender un projet, donc de savoir le gérer, puis de le mettre en place. Et c'est là que vont apparaître toutes les matières, toutes les méthodes que vous avez pu apprendre au premier semestre, par exemple, qui vont s'imbriquer et faire le lien. Et quand je dis jusqu'à sa mise en place, c'est-à-dire également l'après, donc à savoir gérer un reporting, en faire état et pouvoir également le débattre parfois ou le défendre. Et on rejoint forcément la dernière compétence qui n'est pas des moindres, qui est quand même l'analyse, et qui va rejoindre de manière un peu plus subtile le mémoire. D'ailleurs, les étudiants de cette année soutiennent la semaine prochaine. Voilà. Je redonne la main à Miko, du coup, pour la suite. Et là, je pense qu'il faut peut-être préciser, Miko, que tout cet enseignement est vraiment ciblé sur l'outre-mer, que c'est les professeurs, tu l'as dit tout à l'heure, sont des spécialistes des outre-mer quand ils ne sont pas ultramarins eux-mêmes, et les enseignements, même si c'est de la stratégie d'entreprise, etc., s'appliquent au territoire ultramarin. Tout à fait. Merci beaucoup de cette précision et puis merci Delphine de ta présentation toujours aussi parfaite parce que tu dis les choses comme je ne pourrais pas les dire. C'est en gros ce qu'il y a effectivement tous les enjeux que Delphine a expliqué de la gestion de projet en tant que telle. Et puis, il y a évidemment ce que Claire vient d'évoquer, l'expertise ILERI Outre-mer finalement, c'est-à-dire 10 objectifs particuliers qui sont les 10 objectifs de spécialisation sur les Outre-mer de cette formation. Et au sein de la formation, vous allez avoir en gros 40% de la formation qui va être dédiée à ce que Delphine vient de vous présenter en termes de compétences généralistes de management de projet, et vous allez avoir 60% qui va être dédié exclusivement aux Outre-mer, mais évidemment, dans les 40% généralistes, les cas qui vont être étudiés, les professeurs, pour beaucoup, qui vont vous faire ces cours généralistes, vont inscrire leur enseignement généraliste, là aussi dans un contexte ultramarin. Donc du coup, l'idée, c'est qu'à la fin de cette année, vous ayez donc ces 10 objectifs de remplis. Le premier objectif, c'est évidemment, classiquement ce que je viens de vous dire, acquérir les compétences nécessaires à la conception et à la gestion de projet en Outre-mer, à partir d'un Outre-mer ou vers les Outre-mer. La deuxième objectif, c'est le mode projet. Ce que Delphine vient vous détailler bien comme il faut effectivement, à une échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du groupe. Le troisième point, c'est d'être capable aussi d'identifier, d'analyser et d'améliorer la visibilité de l'organisation dans laquelle vous allez travailler ou dans laquelle vous travaillez déjà, ou au-delà de l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, du territoire lui-même, puisqu'il y a parmi vous peut-être des élus ou des collaborateurs d'élus qui, là aussi, veulent apprendre les méthodes de diagnostic territorial et de développement de cette visibilité territoriale pure. Donc du coup, l'idée ici, c'est d'être capable d'accompagner, c'est
finalement un espèce de consultant spécialisé capable de porter un projet ou d'accompagner un projet au long cours sur des questions de visibilité d'une organisation ou d'un territoire. Le quatrième enjeu, comme vous le voyez, c'est savoir analyser les enjeux géopolitiques des Outre-mer, leurs évolutions, être capable d'ajuster les activités de l'entité dans laquelle vous êtes ou vous serez, dans le but effectivement donc de porter les enjeux et les dimensions géopolitiques au cœur du management. C'est-à-dire qu'on a tendance souvent à constater aujourd'hui dans les organisations, qu'elles soient ultramarines ou pas d'ailleurs, que les questions de géopolitique, d'analyse prospective, etc. sont des fonctions support ou des fonctions même consultantes au sein des organisations. Et ici, avec l'expertise Hilary Outre-mer, l'idée, c'est véritablement de ramener la géopolitique et tous ces enjeux, évidemment, d'analyse de l'environnement au cœur de l'organisation pour faire du futur consultant ou du futur manager de projet que vous serez un véritable business partner et pas juste une fonction support ou une fonction conseil au sein des organisations. Le cinquième point, c'est d'être capable de maîtriser les méthodes donc de cette analyse prospective, parce qu'évidemment, les enjeux géopolitiques, c'est bien, mais sans méthode, il n'y a pas d'enjeu géopolitique, il n'y a pas d'analyse. Donc ici, la méthodologie va être évidemment importante. Le sixième point, ça va être d'être capable de comprendre à la fois les relations politiques, industrielles, économiques, identitaires, mais aussi donc les véhicules d'investissement des Outre-mer vers l'Europe ou de l'Europe vers les Outre-mer, parce que ici on a un autre élément qui est assez défaillant dans nos territoires, c'est qu'en fait il y a plein de mécanismes d'investissement, de mécanismes de soutien public ou de soutien privé ou public-privé à l'échelle de l'Union européenne pour les différents territoires, qui ce soit des territoires sous statut RUP, donc des régions ultra-périphériques comme la Guadeloupe ou la Réunion, ou des statuts PTOM, pays et territoires d'outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie. Et de fait, il y a beaucoup de projets qui pourraient malheureusement, qui pourraient réussir et qui malheureusement aujourd'hui ne réussissent pas dans les territoires parce qu'on ne sait pas où aller chercher du soutien, que ce soit du soutien politique ou du soutien financier ou du soutien d'accès au capital risque, etc. Alors qu'en Europe, il y a des solutions qui existent, mais qui sont donc pléthoriques. Et parce qu'elles sont pléthoriques, peut-être elles sont mal connues. Donc, concevoir une réponse à projet européen gagnant, mais aussi, pour ceux qui travaillent notamment en collectivité, être capable de concevoir des appels à projets de manière à ce que ces appels à projets génèrent des réponses à ces appels qui soient satisfaisantes et intéressantes à la fois économiquement, industriellement et économiquement. Septième point, savoir engager et assister ces territoires vers la transition écologique et solidaire. Vous le savez peut-être, les ambitions nationales sont particulièrement importantes, notamment sur la question de la transition énergétique. Je vous rappelle que d'ici 2030, l'ensemble des territoires ultramarins doivent devenir des territoires décarbonés. Donc à partir de là, il y a des grands enjeux ici d'un point de vue purement énergétique. Et puis au-delà de la production d'énergie, il y a aussi tous les enjeux évidemment de la consommation d'énergie. Vous pouvez penser ici aux bâtiments, vous pouvez penser à la distribution, vous pouvez penser à la logistique, aux BTP, aux infrastructures. Bref, les enjeux de la transition écologique et solidaire sont particulièrement importants et donc avoir une vraie expertise sur les ODD, sur les objectifs du développement durable de l'ONU et savoir comment les décliner sur un territoire dans le cadre d'un projet ou d'un hub de projet, c'est absolument important. Le huitième point, maîtriser les enjeux et la différenciation de chaque outre-mer, être capable de savoir quelles sont les spécificités institutionnelles, politiques, économiques, industrielles, etc. de chaque territoire, mais aussi l'environnement de chaque territoire. Et par environnement, j'entends à la fois l'environnement purement classique, hein, donc à quel risque météorologique vous allez être soumis, à quel risque géologique le territoire peut être soumis, la question de la montée du niveau des mers, à quel point elle va impacter le territoire, les questions d'érosion, les questions de pollution, ça c'est l'environnement au sens classique. Et puis il y a l'environnement au sens géopolitique du terme, c'est-à-dire l'environnement dans lequel, l'environnement politique, géographique, économique, industriel, dans lequel s'inscrit le territoire d'outre-mer en question. Le neuvième point, la question des risques. Donc ici, j'ai déjà évoqué les risques environnementaux, mais il y a aussi les risques réglementaires, donc modification de la loi ou des directives particulières, que ce soit à l'échelle de l'Union européenne
ou que ce soit à l'échelle d'un territoire, voire même d'une municipalité au sein d'un territoire. Donc cette question des risques réglementaires est importante. Les risques sociaux aussi. Par risques sociaux, il faut comprendre tout simplement le fait qu'il y a beaucoup de déséquilibres sociaux dans nos territoires d'outre-mer, et donc ces déséquilibres sociaux peuvent aussi impacter négativement des projets, mais peuvent aussi constituer des opportunités pour développer des projets innovants, pour justement rétablir, limiter ces inégalités sociales qui existent. Et puis les risques sécuritaires, ça ne s'exprime pas forcément dans tous les territoires d'outre-mer, mais évidemment, il y a des territoires, et en particulier des zones au sein de ces territoires, où il peut y avoir des enjeux sécuritaires aussi qui peuvent avoir des impacts sur les projets. Et donc, il faut connaître pour mieux les anticiper et les contrôler. Et dernier point, le 10e objectif de cette formation, c'est d'être capable d'être un appui aux élus, aux porteurs de projets, si vous n'êtes pas porteur de projet vous-même, en matière d'utilisation offensive de l'information. Donc par offensive, on entend évidemment de l'influence, du lobbying, c'est ce que vous voyez ici, d'être capable de faire de la conduite de négociation. On a une simulation comme ça durant la formation, justement pour apprendre mieux à négocier, et aussi gérer les relations aux élus, mais pas que aux élus. Il y a aussi les investisseurs, il y a aussi le capital risque, il y a aussi plein d'acteurs, des scientifiques, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des ONG, à être capable de rassembler autour d'une table et auprès desquels il faut faire passer de l'information, être pédagogue en fonction des projets que vous développez. Donc cette expertise ILERI Outre-mer, ce sont ces 10 objectifs spécifiques pour les territoires. Et donc ces 10 objectifs, on les traite au sein de la formation cette année en 440 heures. Comme l'a très bien dit Delphine, on s'adapte tout simplement avec ce programme, donc il est assez itératif et chaque année on fait des petits ajustements par-ci par-là de manière à ce que ce soit toujours plus en phase avec les besoins. Donc là cette année on parle de 440 heures d'octobre, donc du 1er octobre jusqu'à juillet 2021. Le rythme en alternance, vous le connaissez, peut-être que Delphine ou Claire, vous voulez détailler ce point-là. Je vais juste, avant de vous céder la parole, rappeler que donc, comme vous le voyez ici, dans ces 440 heures, il y a 90 heures dédiées à des études de cas pratiques pour justement se faire la main, notamment pour les étudiants en formation initiale ou monter en compétences pour ceux qui ont déjà une carrière. Et puis de l'autre côté, 40 heures dédiées au montage d'un projet. Et le projet, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet de groupe. On a vu des étudiants qui étaient prêts à monter des projets ensemble, même s'ils n'étaient pas sur les mêmes territoires au sein de la formation. Donc ça, vous avez 130 heures là-dessus qui sont dédiées en particulier au montage de projets ou de cas pratiques. Et enfin, le mémoire individuel de juillet jusqu'en septembre, où il y a la soutenance. Sur ce, je vous repasse la parole, Delphine, ou peut-être Claire, pour détailler la question de l'alternance. Moi, je vais vous poser une question. Ah oui, donc il y a la question de l'alternance, mais tu as aussi évoqué la question de la simulation, par exemple. Et j'imagine que les gens s'interrogent sur comment fonctionne une simulation en ligne. Est-ce que c'est vraiment possible de travailler en groupe en ligne? Est-ce que on est sur quelque chose de dynamique? Est-ce que les cours toujours en ligne, c'est difficile à suivre? Quand on est là, on a quelqu'un, par exemple, qui nous dit qu'il est 3h30 du matin chez lui. Comment tout ça va s'organiser quand on fait un enseignement à distance? Donc c'est justement l'un des facteurs innovants, et merci beaucoup d'être là avec nous à 3h30 du matin pour cette formation, parce qu'en réalité, ce qu'on voulait faire, comme vous l'avez compris, c'était faire en sorte que, quel que soit le territoire, on puisse suivre et diplômer de cette formation. Donc sur la première promotion, on a eu des étudiants qui étaient répartis géographiquement depuis La Réunion jusqu'à Moorea en Polynésie française. C'était assez challengeant et on a trouvé un certain nombre de solutions qu'on a essayé d'améliorer cette année sur la 2e année du programme, où nous avions des étudiants depuis Dubaï jusqu'à la Martinique et la Guadeloupe. Donc, l'idée, c'est tout simple. Ce qu'on fait chaque année maintenant, c'est qu'on choisit de positionner les heures de cours en fonction du fuseau horaire sur lequel on a plus d'étudiants, de manière à ce qu'il y ait un maximum d'étudiants qui puissent suivre en direct la majorité des enseignements. Ça, c'est clair. Et puis ensuite, pour ceux qui, malheureusement, sur certains enseignements, mais on se débrouille pour que ce ne soit pas le cas, évidemment, en majorité, bien sûr, tous les cours sont enregistrés dans les conditions du direct. Et du coup, s'il y a des cours que vous ne pouvez pas suivre, notamment pour des questions de fuseau horaire, vous pouvez revoir les cours au moment où vous le souhaitez, dans les conditions du direct,
et ensuite interagir sur la plateforme numérique de la formation avec le prof ou les profs qui sont concernés pour leur poser des questions, pour leur demander des éléments complémentaires. Donc ça, c'est une façon qu'on a trouvé de pouvoir conjuguer ce qu'on appelle le synchrone, tout simplement, donc le moment où les auditeurs et les professeurs sont ensemble dans le même salon, et l'asynchrone, c'est-à-dire le moment où vous ne pouvez pas, pour des raisons X ou Y, être dans le même salon que votre prof, mais quand même suivre les enseignements avec le même niveau de qualité. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, c'est parfait. Delphine, vous vouliez ajouter quelque chose sur le distanciel? Non, donc ça fonctionne très bien et c'est vrai que les étudiants ont cette possibilité de voir les enseignements ensuite. Pour ce qui est du rythme en alternance, donc c'est comme les autres formations en alternance de l'ILERI, 2 jours en entreprise, donc 2 jours de cours à distance, avec des horaires un peu décalés par rapport à nos élèves ici, et 3 jours en entreprise, en association ou administration. Et vous pouvez aussi ne pas être en alternance, mais être dans votre société dans laquelle vous avez un poste et demander à être dégagé de certaines heures dans le cadre d'une formation continue. Donc ça, c'est possible aussi. Ensuite, Nico, on passe à... Eh bien, on peut passer du coup au contenu, aux intervenants. Donc là, on est dans le détail évidemment des différents cours et UE de la formation, sauf si vous avez quelque chose à ajouter avant ça. Comme je vous ai dit, je ne vous vois pas, donc du coup, je ne sais pas comment vous réagissez les uns et les autres. On peut aller effectivement sur le contenu. Je ne sais pas si c'est Delphine ou toi ou... Ok, donc sur le contenu, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Donc sur le contenu, comme je vous l'ai dit, on essaie de faire un travail assez itératif pour être toujours plus en phase avec les besoins et avec le retour évidemment des étudiants de la première et de la deuxième promo. Donc là-dessus, on a cette année défini un programme non plus autour de 5 UE comme c'était le cas les 2 années précédentes, mais autour de 7 UE. Sur ces 7 UE, vous allez voir qu'il y a des enjeux assez généralistes et d'autres qui sont plus spécialisés sur les Outre-mer, évidemment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la première UE, c'est l'UE géopolitique et culture, qui est évidemment l'un des fondements, bien sûr, l'un des plus grands domaines d'expertise de l'ILERI là-dessus. Donc on commence avec une conférence inaugurale avec des acteurs ultramarins, et puis avec le cours donc, de géopolitique des Outre-mer que j'assure. Et ce cours-là, cette année, va être en anglais, puisque même si toute la formation n'est évidemment pas en anglais, ou même si 50% de la formation n'est pas en anglais, ce n'est pas l'objet, il est quand même important pour avoir les bases pour être capable tout simplement de porter une dimension diplomatique, une capacité d'analyse sur les différents bassins dans lesquels nos territoires sont, d'être capable tout simplement d'interagir sur des enjeux géopolitiques, d'acquérir le vocabulaire géopolitique en anglais, en plus de ce que vous pouvez savoir déjà peut-être en français. Donc du coup, mon cours de géopolitique des Outre-mer, pour le coup, sera en anglais. C'est un petit peu challengeant, peut-être pour certains, mais si c'est trop compliqué pour certains, on peut aussi faire bilingue. C'est tout à fait possible. Et nos étudiants auront aussi accès à une plateforme d'enseignement de l'anglais en ligne pour les soutenir dans cette démarche. Donc, c'est important qu'ils puissent effectivement, dans une idée de coopération internationale et stratégie internationale, pouvoir travailler en anglais. Ça semble essentiel. Donc, au moins, ce cours-là de géopolitique vous permettra d'avoir les enjeux, les méthodes et le vocabulaire du coup en anglais sur ces thématiques-là. Ensuite, la plupart donc des autres cours sont en français. Vous voyez le cours de gestion de projet qui est un cours généraliste mais évidemment inscrit dans un cadre ultramarin, le cours de management interculturel, le cours de marketing, tout cela sont généralistes, mais comme je vous le disais, inscrits dans un cadre ultramarin. Delphine, Claire, si vous voulez ajouter quelque chose, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Delphine ? On ne vous entend pas, Delphine. Je disais, je vais interagir, ne t'inquiète pas. Et pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Voilà. Pour l'instant, ça va. Alors, du coup, la deuxième UE
stratégie et management, on reste sur des enjeux qui sont là aussi supposément généralistes, mais que ce soit en management stratégique avec Laurent Lacroix, que ce soit en cas de gestion financière avec Christelle Abouchelid ou encore en ressources humaines, recrutement éthique et gestion de crise avec Antoine Rial-Peta, vous avez ici des professeurs qui ont déjà exercé dans les territoires ultramarins ou qui connaissent particulièrement bien certains territoires et qui du coup tirent de leur expérience de ces territoires tout simplement des approches qui sont valables dans d'autres territoires, dans d'autres bassins et qui vous permettent d'avoir ces cours généralistes, mais quand même avec toujours ce petit flavor outre-mer qui est évidemment le fil de notre formation. Et je me permets aussi d'ajouter que, donc, en effet, très généraliste, mais les professeurs enseignants essaient toujours de faire en sorte d'être au plus proche, notamment dans le cadre de l'alternance, de ce que vous pouvez vivre en entreprise ou même en tant que salarié, donc de faire un retour aussi de votre propre expérience. On n'est pas sur une information uniquement descendante, on est aussi dans de l'échange permanent, ce qui vraiment enrichit fortement le cours. Et ce qui permet, si je pense notamment au cours de politique générale de l'entreprise, d'aboutir à des rendus qui sont quasiment prêts à être mis en œuvre, ce qui est pas mal. D'ailleurs, on n'a pas vraiment parlé du public qui suit cette formation. C'est un public qui est souvent qui a déjà une expérience professionnelle. C'est rarement des étudiants, il y en a quelques-uns, mais qui sont en formation initiale juste après un bac+4. Mais quand même, je crois que ces dernières années, on a eu quand même beaucoup plus d'étudiants qui avaient déjà une expérience et qui cherchaient vraiment à se spécialiser et à obtenir une expertise supplémentaire dédiée aux Outre-mer. Et le format s'y prête justement d'autant plus. Exactement. Et je vais compléter ça en disant simplement que effectivement, tous ceux qui sont venus en formation continue, pour le coup, étaient eux-mêmes des experts de certains domaines des Outre-mer et ont pu justement acquérir non seulement des compétences précises, techniques, qui leur permettent d'aller aujourd'hui encore plus loin dans ce qu'ils savent faire déjà, mais surtout aussi d'ouvrir leur vision et de faire des connexions avec d'autres sujets qu'ils n'avaient peut-être pas forcément dans leur radar et qui aujourd'hui constituent pour certains des vraies perspectives de développement personnel ou de projets qu'ils pilotent ou d'organisations qu'ils pilotent. Donc c'est véritablement cette hybridation entre ce qui relève du généraliste et ce qui relève de la spécialité Outre-mer qu'on a essayé de faire dans cette formation. Et du coup, dans l'UE3, dédié évidemment aux dossiers, conférences, travaux professionnels, etc., dans lequel vous allez retrouver la fameuse simulation Outre-mer qu'on évoquait tout à l'heure. Ici, vous avez, c'est là véritablement dans cette UE3, qui est plutôt évidemment pour le projet transversal durant l'année et évidemment la simulation et le mémoire en fin d'année, vous avez là l'opportunité de mettre en valeur et de vous exercer à justement cette mise en relation de différents sujets, une démarche interdisciplinaire qu'on évoquait tout à l'heure. Donc du coup, le projet transversal, c'est un projet de promo, très clairement. Le mémoire, c'est un mémoire individuel, très clairement, très important évidemment. Et puis, nous avons en fin de formation, le dernier jour de la formation, cette simulation Outre-mer que j'ai appelée 5.0 parce que c'était à la mode cette année, 5.0 avec la trajectoire Outre-mer 5.0 du ministère. Ce qu'on fait dans cette simulation, c'est une négociation territoriale multipartite. Ici, tous les étudiants de la formation ont un rôle, donc incarnent un rôle réel. Par exemple, la dernière simulation sur la deuxième promo, c'était une simulation sur le cas de Saint-Martin, où vous aviez certains étudiants qui représentaient le conseil territorial, certains qui représentaient d'autres élus de type parlementaire, d'autres encore qui représentaient des investisseurs, d'autres qui représentaient évidemment l'État sous plein d'aspects différents, plein d'agences étatiques différentes. Certains ont représenté le MEDEF, certains ont représenté des entreprises locales ou des grandes entreprises françaises comme Air France qui ont évidemment des impacts sur Saint-Martin et sont impactés par Saint-Martin dans les deux sens. Donc typiquement, et puis certains ont incarné aussi des acteurs étrangers, par exemple un investisseur américain. L'idée, c'est ici d'être capable, en vous sortant de votre zone de confort, de vous donner un rôle pendant une journée entière de 10 heures, en ligne, où vous allez incarner un rôle comme si vous étiez dans la vraie vie et où vous allez être obligatoirement, vous allez devoir négocier pour atteindre des objectifs qu'on va vous fixer. Et ces objectifs-là, pour certains, ça va être des objectifs chiffrés pour, dans le cadre de la négociation, obtenir tel ou tel accord de la part des autres participants. Mais pour certains, ça va être des objectifs qui vont être beaucoup plus axés sur de la communication,
qui vont être axés sur, par exemple, de la relation aux médias. Donc, ça va dépendre des rôles. Et ça, évidemment, on ne peut pas vous le dire à l'avance, puisque ça va dépendre de comment vous allez évoluer dans la formation durant l'année. Et c'est en fonction de votre évolution qu'on va vous donner certains rôles plutôt que d'autres. Donc, ce que je peux juste dire, c'est que j'ai été spectatrice de cette simulation et que j'ai été épatée par le professionnalisme des étudiants cette année et la façon dont ils se sont emparés du sujet avec vraiment énormément de talent et en jouant vraiment le rôle pleinement, comme s'ils étaient dans une situation professionnelle évoquée par Miko. Et donc, Miko, on a une question, on peut peut-être la prendre si ça. Oui, alors avant de prendre la question, juste une petite phrase sur la simulation. À la fin de la simulation, il y a un livrable qui est fait par tous les participants de la simulation, du coup, sur le moment. Et là, le livrable, en l'occurrence, c'était tout simplement un plan de développement de collaboration État-région et entreprise pour Saint-Martin sur la période 2020-2025. Et l'idée, c'est en fait tout simplement de bâtir des éléments, de bâtir des documents qui sont tellement proches de la réalité ou basés sur une réalité concrète que tout simplement, ils peuvent être envoyés à je ne sais quel élu ou je ne sais quelle administration demain matin ou je ne sais quelle entreprise ou investisseur pour être actionnables. L'idée, c'est que tout ce que vous voyez dans cette formation puisse vous permettre de sortir des livrables à titre personnel ou en groupe qui soient donc actionnables, c'est-à-dire que vous puissiez les donner à des gens de la vraie vie pour que soit avec eux, soit en appui de ce qu'ils font, vous puissiez donner vie à ces projets et à ces discussions que vous avez au sein de la formation. Voilà, je voulais juste préciser ça et maintenant, allons pour la question. Alors, il y a deux questions qui se rejoignent. Alors, il y a un message intéressant. Bonsoir, je suis en Polynésie, il est 7 h du matin. Cet aménagement synchrone, asynchrone est salutaire pour les Polynésiens. Cependant, personnellement, j'aurais aimé suivre au préalable la première année du master. Je suis pour ma part titulaire d'un master droit des collectivités territoriales délivré par l'Université de la Polynésie française. Certaines matières du M1 que vous proposez viendraient compléter ma formation initiale. Le master 1 est-il ouvert à la formation à distance? Alors, Emilia, non. Le Master 1 de l'ILERI n'est pas ouvert à la formation à distance. Par contre, moi, je vous recommande de postuler directement pour la formation de Bac+5 en stratégie internationale et environnement des Outre-mer parce que vous avez le niveau Bac+4, vous avez déjà une spécialisation en droit, donc vous êtes, et en plus des collectivités territoriales, donc vous êtes pas loin du tout de ce qu'on va continuer à travailler dans notre 5e année, et peut-être d'envisager les cours du soir de l'ILERI, qui commencent début octobre, qui sont eux à distance et qui peuvent vous donner une formation complémentaire en géopolitique qui vous manquerait dans cette formation. Alors on a des cours avec notre responsable de ce soir, Miko Meret, vous avez un cours sur l'hydrogène, géopolitique de l'hydrogène, donc un cours très innovant, mais vous avez aussi géopolitique du sport, Moyen-Orient et d'autres formations. Vous trouvez tout ça en ligne. Un autre cours, par exemple, sur la géopolitique de l'alimentation. Tout ça peut tout à fait compléter votre formation, et là, c'est du distanciel, donc ça peut vous aider. Et il y a une autre question un petit peu dans cette même ordre d'idée. Pour postuler après un Bac+3, c'est après une sélection sur dossier. Alors, après un Bac+3, vous rentrez dans une formation de première année de master qui est généraliste, qui ouvre à toutes nos spécialités Bac+5 de l'ILERI. Donc, vous pouvez postuler. C'est une sélection sur dossier. Vous avez une candidature à faire sur notre site avec une lettre de motivation, un CV, une lettre de recommandation, des bulletins, etc. Et ensuite, si votre candidature est retenue, vous êtes invité à passer un concours en ligne et un entretien en ligne. Et après, vous êtes alors invité à faire la formation Bac+4, mais encore une fois, la formation Bac+4 n'est pas à distance. Nous n'avons que la spécialisation de 5e année pour le moment à distance à l'ILERI. Voilà pour ces deux questions. On continue. J'en profite alors, Yarana pour un polynésien.
ou la polynésienne, je ne sais pas, j'ai pas eu votre prénom. Mais donc bonjour, bon matin à vous. Et tout simplement, ce qui est assez particulier effectivement dans ce système de synchrone et asynchrone, c'est que pour la première année, quand nous avions notre étudiante à Moorea, on était dans une situation où effectivement, il y a certains cours qui étaient la nuit pour elle, et elle avait du mal à suivre certains cours effectivement. Donc c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé depuis, et j'espère véritablement qu'on aura de plus en plus d'étudiants du Pacifique de manière à peut-être avoir un fuseau horaire, si vous voulez, qui soit plus favorable à nos amis du Pacifique, puisque jusqu'à maintenant, la majorité des étudiants que nous avons eus étaient de la zone des Antilles, tout simplement, hein, de la Martinique, la Guadeloupe. Donc à partir de là, pour les Guyanais, ça allait. Pour les Réunionnais, ça allait encore. Les Mahorais, ça allait aussi. Mais pour ce qui était du Pacifique, c'était donc compliqué. Donc j'espère véritablement qu'il y aura de plus en plus de gens du Pacifique comme vous pour qu'on puisse rééquilibrer cet horaire. Mais ceci dit, on a beaucoup appris de ça et on a essayé d'innover et on était les premiers à faire ça, ce système synchrone et asynchrone avec des étudiants qui étaient sur 12 heures d'amplitude. Aujourd'hui, cette année, c'est quelque chose qu'on maîtrise maintenant plutôt bien. Et du coup, il y a des cours aussi en fonction des intérêts des profs qui peuvent être à certaines heures qui sont plus favorables pour vous. Et puis au-delà de ça, il y a une vraie disponibilité qu'on demande évidemment aux profs, parce qu'ils savent très bien qu'en enseignant dans cette formation, c'est pas n'importe quelle formation et qu'il y a aussi un surplus d'engagement qui est nécessaire. Et fondamentalement, nous avons beaucoup de profs, comme vous l'avez compris, qui sont soit ultramarins, soit experts des Outre-mer avec des vraies expertises de longue date et qui connaissent ces enjeux de fuseau horaire et de difficulté du travail à distance. Donc à partir de là, on sait qu'ils sont à peu près tous maintenant engagés pour justement être présents à des heures peut-être plus favorables pour vous, par exemple sous la forme de office hours, donc c'est-à-dire d'interviews en un à un avec le prof, de manière à ce que vous ne perdiez rien, même si, par exemple, il y a un cours où vous seriez juste incapable de suivre en présentiel, non, mais de manière synchrone sur l'ensemble du cours. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on maintenant on maîtrise de plus en plus. Et je remercie, j'en profite, Delphine, qui fait un travail de planification à ce sujet absolument faramineux pour que ça puisse matcher pour tous les étudiants, quel que soit leur fuseau horaire. Je vais revenir sur les fuseaux, justement, si je peux. Cette année, en effet, on est parti sur des fuseaux assez raccords, on va dire, avec la majorité des étudiants. Et même l'année dernière, on était quand même sur des fuseaux qui démarraient à 13h heure française et on pouvait aller jusqu'à minuit. Et on est sur des journées de cours qui se font le jeudi et le vendredi. Sauf justement le jour où on fait la simulation, sur lesquels on est vraiment sur 48 heures arrêtées, peu importe le fuseau. Et certains fuseaux horaires partent plus vite que d'autres, forcément. Mais en général, les professeurs pensent toujours aussi à l'intérêt des étudiants et essaient de s'adapter au mieux quand ça leur est possible. Et ce que je voulais rajouter sur les professeurs, c'est que les professeurs sont ravis d'enseigner dans cette formation. Ils sont très, très engagés. En fait, ils ont un vrai plaisir à enseigner à un public ultramarin qui est concentré avec vous à l'écran, qui est très interactif, qui a déjà une expérience professionnelle, etc. Et on a réussi à avoir une fidélité parmi nos professeurs, et ils étaient là à la réunion des professeurs la semaine dernière pour certains, et ils sont très très engagés à nos côtés, et ils trouvent que cette formation est vraiment extraordinaire pour ça, pour cette spécialisation qui est unique, encore une fois. Et puis du coup, je vais ajouter un dernier point. C'est que tout simplement, alors là je ne vais pas trahir des annonces qu'on va faire prochainement, bien sûr, mais cette année, il y aura des professeurs du Pacifique dans la formation. Vous connaissez peut-être, s'il y a des Calédoniens parmi vous, vous connaissez peut-être Chloé Calvignac qui travaille avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, bien sûr, qui connaît ces enjeux de fuseau horaire absolument par cœur. Mais nous allons aussi avoir un professeur de Polynésie sur Tahiti cette année. Et du coup, peut-être que lui imposera son fuseau horaire aux autres. Donc là, ça va être un nouveau challenge, peut-être pour la planification. Mais toujours est-il que ça permettra aussi, si vous rentrez avec nous dans cette formation, de renverser encore une fois, comme je le disais, la focale, renverser un petit peu la table et surtout les points de vue pour que d'autres territoires s'adaptent aussi
aux réalités et aux contraintes du Pacifique qui sont pour le coup trop souvent oubliées ou mal comprises. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on essaye aussi de mettre l'accent. C'est pas qu'une formation pour l'océan Indien et pour l'Atlantique. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Et pour rejoindre la formation justement et son contenu à distance, l'appréhender en effet, ça peut être un peu inquiétant peut-être pour certains qui n'auraient pas l'habitude de suivre des cours sur ce volume-là à distance. L'accompagnement au niveau de l'école peut être aussi un frein peut-être. Alors nous, on a quand même pour ambition d'accompagner nos étudiants, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Et c'est ce qu'on fait également sur le MPI. Au minimum une fois par semaine, j'ai quand même un contact avec tous les étudiants de la promo, qu'ils soient par mail, ils m'appellent, on fait des échanges par visio également. Sur les temps de cours, je l'ai programmé aussi. Donc la distance, finalement, grâce aux outils qui existent aujourd'hui, elle est beaucoup moindre. Alors, je ne serai pas forcément sur des créneaux tels que la Polynésie, mais voilà. Je suis en général toujours disponible pour les étudiants, même sur cette formation à distance. Et puis, il y a les groupes WhatsApp qui servent à ça. Il y a la plateforme en ligne, donc My Learning Box, sur laquelle je vais revenir dans 2 secondes, qui sert aussi à ça. Donc là-dessus, on essaie de s'améliorer et de faire quelque chose d'unique, mais qui est efficace. Alors du coup, là, on a évoqué toute la partie, on va dire, généraliste. Maintenant, allons dans la spécialité Outre-mer, avec 4 UE particulièrement ambitieuses. L'UE 4 sur les spécificités locales des Outre-mer. Je vous rappelle l'objectif des spécificités, les appréhender, les connaître, avec un cours de droit public sur les statuts et les spécificités tout simplement réglementaires, un cours sur la notion d'insularité et d'économie circulaire, où là, vous avez déjà une dimension évidemment environnementale importante. On va avoir un cours de politique publique et de lobbying dédié à l'Outre-mer, par un spécialiste du lobbying des Outre-mer pour les Outre-mer. On va avoir un cours d'économie bleue Outre-mer. On en parle évidemment toujours de plus en plus, mais bien malins sont parfois ceux qui sont capables de dire ce qui se cache derrière. Et là, on a un grand expert avec Alexandre Wojciewicz, qui est le coordinateur Outre-mer du cluster maritime français et qui connaît tous les territoires sur le bout des doigts. Puis il est allé, il me semble, dans tous les territoires ultramarins, même Wallis et Futuna, si je ne dis pas de bêtises. Donc Alexandre connaît parfaitement ces enjeux-là. Donc ça, ce sont les spécificités locales. Ensuite, on a une UE dédiée au montage de projets Outre-mer, ce qui va être donc différent de, par exemple, le cours de gestion de projet de Florence Minéry dans la première UE. Puisque là, vous allez être capable de monter des projets avec un contexte absolument ultramarin. Et vous avez un cours en particulier, celui de montage de projets Outre-mer et Union européenne de Chloé Calvignac et Hans Krobot, qui est particulièrement utile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour bien appréhender tous les véhicules d'investissement, les potentiels, etc., qui existent dans les 2 sens. Donc ça, c'est un cours absolument inédit là aussi. On va avoir un cours de tourisme, d'aménagement et de marketing territorial. Vous voyez encore une fois une dynamique ici interdisciplinaire autour de ces 3 dynamiques. L'annonce du prof va arriver, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans dans le secteur. On va avoir un cours d'RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, économie sociale et solidaire des Outre-mer, donc dédié là encore une fois au RSE et au système à l'économie de l'ESS dans les Outre-mer et pas juste généraliste. Et enfin, un cours de fiscalité des Outre-mer par une brillante avocate fiscaliste basée là aussi dans un territoire ultramarin qui sera capable de vous parler de tous les enjeux de fiscalité en fonction des statuts, en fonction de la spécificité des différents territoires que vous aurez vus donc juste avant. Je continue ou vous voulez intervenir, mesdames? Non, vas-y. Je continue. Alors, je continue avec les 2 dernières UE, l'UE 6, l'économie et le développement international des Outre-mer, où là, vous le voyez encore, un cours de stratégie économique avec une dimension concertation et dialogue social, parce qu'on ne peut pas faire d'économie et d'industrie dans les Outre-mer sans avoir une véritable expertise sur les questions de dialogue social aussi. Ça fait partie tout simplement de l'enjeu du manager fédérateur et du manager porteur de projet. On a un cours d'entrepreneuriat, d'innovation et de concurrence dans les Outre-mer, un cours de lobbying européen et de développement. Le lobbying européen, comme vous l'avez compris, il vient en complément
du cours de lobbying qu'on a évoqué tout à l'heure des Outre-mer. Là, l'idée, c'est d'être capable de mettre en exergue tout ce que vous savez sur l'Union européenne pour pouvoir non seulement monter des projets et aller récupérer ce qu'il y a à récupérer, mais en plus faire porter la voix des Outre-mer et des ultramarins à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, on a Alexandre Vučević qui revient pour un deuxième cours complémentaire sur les politiques portuaires et les supply chains, tout simplement, donc les chaînes d'approvisionnement ultramarines. Là encore, chaîne d'approvisionnement de l'extérieur vers les Outre-mer, mais aussi de l'Outre-mer vers l'extérieur. On peut penser par exemple ici typiquement au secteur de la banane, pour comprendre comment la supply chain de la banane qui va partir de la région Caraïbe va aller se diffuser en France hexagonale et puis évidemment dans l'ensemble de l'Europe ou même encore aux États-Unis. Donc, ça va dans les deux sens. Et puis, on va avoir Véronique Bertil aussi qui revient après son cours de droit public et de statut et spécificité des Outre-mer pour vous parler de son autre sujet d'expertise toute particulière, l'enjeu des identités, du multilinguisme, bien sûr, dans les Outre-mer, et de la diplomatie en sa qualité d'ex-ambassadrice de zone. Et enfin, la dernière UE, sur les stratégies environnementales en particulier. Là, on vous propose un nouveau cours de transition écologique et valorisation de l'environnement, avec un grand spécialiste aussi de la question qu'on va annoncer très prochainement et qui dirige un institut spécialisé sur ces questions. On va avoir, dans le cadre de ce cours-là, 2 masterclass. Une masterclass sur la gestion et la valorisation des déchets nous est apparue sur ces dernières années comme étant primordiale dans les différents territoires, à la fois sur la dimension éviter la pollution, mais aussi sur la dimension revaloriser ce qui peut être considéré comme des déchets. On a même eu la major de promo, de la première promo de la formation, qui avait fait son mémoire justement là-dessus. C'était un business plan sur la valorisation dans une démarche d'économie circulaire de produits à la Martinique qui n'étaient pas forcément des produits voulus par tous. Bref, donc du coup, gestion valorisation des déchets et une deuxième masterclass spécifiquement sur la structuration de projets et la finance verte pour les Outre-mer, donc notamment comment fait-on pour financer des projets dédiés aux questions environnementales. Enfin, je reviendrai moi aussi pour vous faire un cours assez spécifique de transition énergétique sur la question de l'hydrogène et les systèmes énergétiques outre-mer. Ce cours-là, là aussi, je vous le ferai en anglais, puisque ce cours-là, c'est comme pour la géopolitique. Si vous pouvez parler de géopolitique et parler d'énergie dans les Outre-mer en anglais, vous allez de fait avoir un avantage comparatif par rapport à d'autres sur le marché du travail pour pouvoir tout simplement mener des projets de coopération avec l'étranger. Donc là-dessus, c'est pareil, je m'efforcerai de vous donner le vocabulaire, de vous donner les méthodes et tout simplement d'être capable de parler d'énergie et d'hydrogène, de transition énergétique en anglais dans ce contexte. Et enfin, 2 cours qui nous restent. Un cours négocier les changements climatiques qui est basé sur des cas pratiques de négociation de changement climatique, que ce soit à une échelle internationale au sens mondial, comme par exemple la COP21, les accords de Paris, etc., ou que ce soit à des échelles beaucoup plus locales de coopération, par exemple dans le Pacifique, ce sont de très bons exemples, ou évidemment de coopération scientifique et environnementale dans l'océan Indien, ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon sur la question de la pêche. Et dernièrement, le dernier cours, donc le cours d'habitat, de prévention des risques et de gestion des crises ultramarines, où là, vous allez avoir là aussi une dimension forte autour de l'environnement et de la gestion et la prévention des crises environnementales. Comment on fait pour se relever, par exemple, après un désastre comme Irma? C'est l'une des grandes questions, évidemment, qui sont traitées dans ce cours. Donc, voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions sur une UE, un cours en particulier? Si vous en avez, je suis tout oui. Alors, il n'y a pas de questions, Miko. Je crois qu'on a répondu aux questions qui étaient… pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. C'était très, très précis ce que tu nous as dit. Est-ce que Delphine veut ajouter quelque chose? Ça confirme ce qu'on disait en amont tout à l'heure, qui était de travailler vraiment sur la dimension projet, donc d'y aller de A à Z, de passer par la théorie, la mise en pratique, la mise en œuvre, la finalisation, l'analyse de ce qui a été fait et finalement d'en sortir plus grand, d'être à même de faire des propositions, de pouvoir les défendre, de les valoriser, de valoriser sa proposition, mais finalement de se valoriser aussi, parce qu'à un moment donné, il va falloir soit
entrer sur le marché du travail selon votre statut, soit évoluer sur vos missions. Donc finalement, on vous apporte tout ce qu'il faut pour pouvoir appréhender tout ça. Et donc du coup, 100% en ligne, tous les cours sont sur la plateforme Adobe Connect, une plateforme qui s'est bien renforcée depuis les challenges du mois de mars avec le Covid encore, une plateforme qui nous permet de faire des travaux de groupe, une plateforme qui est relativement flexible et qui permet donc d'enregistrer tous les cours pour vous les mettre ensuite à disposition avec des chats, des outils de sondage, tout ce qu'il faut pour amener une pédagogie synchrone comme asynchrone à distance. Et cette plateforme où vous avez les cours, en tant que telle, elle est complétée par une autre plateforme, My Learning Box. Et sur cette plateforme, vous avez évidemment donc les différents cours où là, vous allez retrouver les enregistrements du cours, vous allez retrouver la documentation que les profs vont vous passer, que ce soit en amont ou en aval des cours. C'est là que vous allez retrouver aussi les examens, quand il y en a qui se font évidemment en ligne sur la plateforme directement, comme des quiz ou comme des essais à rendre dans un temps limité. Bref, cette plateforme, c'est véritablement la salle de classe en tant que telle quand vous n'êtes pas en cours pour tout ce qui est avant ou après le cours. Et enfin, si tout se passe bien, si vous êtes admis et que vous êtes assidu et que tout se passe bien pour vous, eh bien de fait, il vous faut au moins 10 sur 20 par UE, plus le mémoire évidemment, pour obtenir le diplôme. Et la cérémonie de diplomation, on a fait la première à Paris en décembre dernier. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la deuxième cérémonie cette année à cause du Covid. Peut-être qu'on la fera en ligne. Bref, mais en tout cas, voilà les conditions qu'il faut atteindre pour obtenir le diplôme. Et donc, on avait quand même des étudiants qui avaient fait le voyage. Hein. Ils étaient ravis, heureux et très fiers. Et nous aussi. Oui, c'est passé au Sénat et on était très heureux, effectivement. Et du coup, certains sont même venus en famille, d'ailleurs. Mais il n'y a rien d'obligatoire, encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de venir à Paris pour vivre une belle scolarité durant cette année assez particulière. Je rajoute même pour le projet de soutenance, vous n'êtes pas obligé de venir à Paris, parce que certains posent la question souvent. Donc voilà, on est vraiment à distance pour l'intégralité des cours, les rendus, les partiels, les rattrapages et le mémoire. Voilà, une formation 100% en ligne, ouverte à tous les étudiants diplômés d'un bac+4, avec une spécialisation qui s'approche un petit peu, qui ouvre sur la nôtre, donc il ne faut pas être trop éloigné de notre formation quand on passe le concours, mais il y a quand même une belle ouverture qui permet d'intégrer cette formation. Et donc, du coup, je vais ajouter un dernier point et puis je vais arrêter mes slides, comme ça je vais pouvoir vous voir aussi. Je vais rajouter un tout dernier point qui est que cette formation, on l'a lancée il y a 3 ans. À l'époque, il n'y avait pas de Covid. À l'époque, il n'y avait pas de gilets jaunes qui empêchaient à Paris de se rendre au cours en présentiel ni quoi que ce soit. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, les étudiants qui ont suivi cette formation ont développé une véritable expertise de la gestion de projet, du réseautage, de tout ce qu'il faut pour bien mener ces missions en ligne. Et depuis le mois de mars, force est de constater que ça leur sert beaucoup et qu'on a peut-être vocation à ce que ça continue à servir dans les prochaines années. Donc ça, c'est pas un point négligeable. Savoir travailler en ligne aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Et du coup, notre formation, au-delà de la question ultramarine, le permet aussi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Delphine, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, mais je crois qu'on a été très complet dans cette formation. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez une question, une interrogation, contact@ileri.fr et puis surtout, consultez le site internet, vous avez le détail de la formation et n'hésitez pas, vous avez même des témoignages en ligne de certains anciens élèves. Voilà, merci à tous et puis on espère qu'on vous retrouvera bientôt dans notre formation et qu'on vous retrouvera peut-être pour une remise des diplômes. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.